Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Conscience citoyenne, une rubrique panafricaine au service de l'éducation citoyenne. Nos droits et devoirs sont à connaître pour une meilleure participation à la vie de nos cités. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Bonjour, bienvenue dans votre émission sur la conscience citoyenne sur la radio à vous l'été, un podcast pour nous réveiller en conscience pour servir le Togo dans l'unité. C'est votre sœur Geneviève. Je vais commencer cet audio aujourd'hui par vous présenter deux citations que j'affectionne particulièrement, autour desquelles j'articule tout le travail que je vous présente. La première est celle de Mahatma Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». La deuxième, celle de Albert Einstein qui dit « La folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Alors, comment faire différemment? Comment être soi-même ce changement auquel nous aspirons tous pour le Togo? Dans notre premier audio, nous avons évoqué les mêmes problématiques qui empêchent l'avènement d'un réel état de droit au Togo. Nous avions pointé une opposition désunie et individualiste, des parodies d'élections, des contestations après la proclamation des résultats électoraux réprimés dans le sang, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Et nous avons appelé au rassemblement et au retour de la confiance entre tous les enfants du Togo pour travailler dans l'unité afin de voir l'émergence d'un Togo nouveau, l'or de l'humanité. Dans le précédent audio, nous avons dénoncé le régime monarchique militaire au sein de notre République. Nous avions fait appel à un réveil des consciences de notre armée, celle-là qui a choisi ce métier de porteur d'armes en toute conscience pour servir l'intérêt général et préserver la sécurité de tous les Togolais. Nous avions mis aussi l'accent sur la nécessité de retrouver une armée régalienne qui inspire une autorité ferme à l'encontre des perdus de la nation. Cette fraction de l'armée que nous avons appelée nos frères et sœurs au service du bien commun. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, je vais me pencher sur comment s'opère le mécanisme de déshumanisation. Comment bascule-t-on vers cet état d'être désensibilisé à la souffrance de l'autre? Comment en arrive-t-on à considérer l'autre comme ne méritant aucun respect ou pire encore, ne méritant pas la vie tout simplement? L'objectif ici est de nous aider à comprendre d'une part ce qui sous-tend les comportements répréhensibles de certains corps habillés. D'autre part, c'est de nous donner les clés de compréhension concernant ces agissements. Ces connaissances nous aideront à amorcer individuellement, puis collectivement, des changements de perception concernant les perdus de la République qui sont au sein de notre armée. Nous allons prendre connaissance avec 4 concepts explicatifs des mécanismes de déshumanisation. Nous allons en aborder 2 aujourd'hui dans ce podcast et les 2 autres seront pour le prochain. Sans plus tarder, regardons ensemble le premier thème qui caractérise la perte d'humanité que nous constatons trop souvent chez certains de nos frères et sœurs à l'assaut du régime monarchique en déliquescence. Ce premier thème, c'est la soumission à l'autorité. Qu'est-ce que c'est? C'est en 1960, Stanley Milgram, un psychologue de l'université de Yale,
met au point un dispositif à décrypter la soumission à l'autorité et la perte de conscience morale. Il voulait comprendre comment un individu peut gérer le conflit entre deux notions aussi opposées, à savoir agir en conformité avec sa conscience morale ou obéir à une autorité lorsque l'ordre lui est donné de faire souffrir autrui. Cette expérience veut donner des pistes de réflexion sur ce qui peut amener des personnes à torturer. Milgram recrute pour cette étude des étudiants volontaires qui acceptent moyennant une petite récompense financière de participer à sa recherche. Il choisit un faux expérimentateur qui va incarner l'autorité, un faux élève qui va faire semblant de souffrir et un homme ordinaire, le volontaire, qui est celui dont on va tester la soumission à l'autorité. Nous l'appelons le sujet naïf. On fait croire aux participants que l'on réalise une expérience sur la mémoire et que l'on cherche à tester les effets de la punition sur le processus d'apprentissage. On confie le rôle de professeur au volontaire qui est chargé de faire apprendre des paires de mots à son élève qui est en fait complice de l'expérimentateur. À chaque erreur de l'élève, le professeur, le sujet naïf donc, doit lui administrer un choc électrique croissant allant de 15 volts à 450 volts, où il est d'ailleurs indiqué « danger ». Les chocs électriques ne sont pas réels, bien sûr, mais on fait croire le contraire au sujet naïf qui est le professeur, qui est donc le sujet naïf. Avant l'expérimentation de Stanley Milgram, les experts pensaient que seulement 1 à 3% des sujets continueraient à donner des chocs. Ils pensaient qu'il fallait être pathologique ou psychopathique pour poursuivre à donner des chocs à l'élève. À la grande surprise générale, les résultats indiquent que 65% n'ont jamais cessé d'envoyer des chocs. Aucun n'a arrêté quand certains élèves disent avoir des problèmes cardiaques. Comment est-ce possible? Stanley Milgram fait une conclusion qui dérange. Il dit: le comportement de cruauté est un comportement normal lorsque le sujet est placé dans une situation de soumission à l'autorité. Il affirme que cette propension est universelle et possible chez tous les êtres humains. Cette expérience révèle un autre visage de l'être humain. L'inéluctabilité du comportement de cruauté lorsqu'un homme renonce à son individualité pour devenir partie intégrante d'une structure hiérarchique de la société. L'ironie, écrit Milgram, c'est que les vertus de loyauté, de discipline, de sacrifice, si hautement appréciées sur le plan individuel, sont les mêmes qui amènent l'homme à créer sur le plan organisationnel des entreprises de destruction qui viennent l'assujettir au système d'autorité malfaisant. Nous pouvons donc comprendre par là que lorsque l'autorité est malveillante ou malfaisante, on peut craindre le pire chez ceux-là qui y sont assujettis. Passons au deuxième concept. L'effet Lucifer. Qu'est-ce que c'est? Au début des années 70, Philippe Zimbardo, un psychologue de l'université de Stanford, a souhaité analyser le comportement naturel de l'être humain en situation de dominance. Il transforme le sous-sol de son service pour l'aménager comme une vraie prison. Il recrute une vingtaine d'étudiants par tirage au sort et il met la moitié de ses volontaires prisonniers et l'autre moitié comme gardiens de prison. Il s'agit de reproduire dans les conditions les plus réalistes possibles les mouvements psychologiques individuels
et collectif au sein d'une prison. Pour pousser le réalisme jusqu'au bout, il équipe les gardiens d'une matraque et leur permet de rentrer chez eux après leur service, tout comme le feraient de vrais gardiens. Quant aux prisonniers, ils sont habillés en uniforme jaune avec un numéro de prisonnier. Puis, il leur accroche une chaîne au pied pour leur rappeler leur état de déchéance. Zimbardo observe attentivement les comportements de chacun car le lieu était truffé de caméras de surveillance. Mais très vite, il perd totalement le contrôle de son expérience. Ça dégénère. Il assiste à des comportements outrageux et dégradants des gardes à l'encontre des prisonniers. Punitions physiques, manipulation psychologique, refus d'utilisation des sanitaires et même des humiliations sexuelles. Le pire, c'est que la nuit venue, lumière éteinte, alors que les gardiens pensent ne plus être filmés, ils poussent encore plus loin le sadisme. Ce qui tend à prouver qu'ils sont conscients de leur mauvais agissement. C'est ce comportement d'addiction à la méchanceté que l'auteur appelle l'effet Lucifer. L'expérience de Zimbardo prend un tel visage que celui-ci est obligé d'y mettre fin avant son terme. Plusieurs prisonniers présentaient des troubles émotionnels et des traumatismes très graves. Pour illustrer cet effet Lucifer, plus près de nous, on se rappelle les images très choquantes qui ont véritablement choqué le monde entier, des militaires américains infligeant des traitements inhumains aux prisonniers irakiens d'Abu Ghraib. Zimbardo avait été même convoqué à témoigner au cours de ce procès pour expliquer que ces derniers étaient évidemment sous l'effet Lucifer. En ce qui concerne le Togo, la prison d'Agombio à Kassaboa, évoquée pendant la conférence nationale souveraine, était l'exemple palpable de l'effet Lucifer. Nous pouvons conclure ici que, tout comme l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité que nous avons vu tout à l'heure, l'expérience de Zimbardo sur l'effet Lucifer montre les mécanismes d'obéissance à une institution. Elle prouve également une chose. Les hommes agissent souvent en fonction des situations auxquelles ils sont confrontés et non suivant leur propre personnalité, perdant ainsi leur sens moral, notamment lorsqu'ils se sentent investis d'un pouvoir. Que nous enseignent ces deux recherches? Que pouvons-nous apprendre en rapport avec notre armée? À la lecture des multiples exactions, répressions et violations flagrantes des droits de l'homme sur la terre de nos aïeux par une minorité de notre armée à l'assaut du régime monarchique en déliquescence, nous pouvons affirmer que certains officiers et sous-officiers sont clairement en soumission à l'autorité. Je me permets ici de m'adresser directement à vous, car vous êtes les porte-voix de ces généraux investis d'une autorité malveillante. Vous faites descendre les décisions de ce système d'autorité malfaisant sur les troupes qui, elles, basculent sur le terrain sous l'emprise de l'effet Lucifer, infligeant ainsi des comportements inhumains, inqualifiables à l'encontre de ceux-là qui sont censés protéger contre des envahisseurs extérieurs. C'est cette partie de notre armée qui souffre le plus. Il souffre psychiquement en silence parce que tout individu, même entraîné à la guerre, ne reste indemne lorsqu'il prend la vie d'un autre. C'est une loi ontologique, car la vie humaine est sacrée. Aucun psychisme humain normalement équilibré
n'accepte cet état de fait. Je reste persuadé que tout comme nos victimes civiles de vos violences, nos frères et sœurs dans vos rangs sont également des traumatisés silencieux abandonnés à leur sort. Oui, je suis certaine que parmi les troupes, on a beaucoup de victimes de ce régime. Vous avez fait d'eux des tortionnaires, frères et sœurs des troupes. Vous qu'on envoie sur le terrain des horreurs, on a fait de vous des bourreaux, des assassins, au nom de la soumission à l'autorité. Vous êtes chosifiés parce que vous n'êtes ni reconnus, ni respectés. Je souffre de vous dire que vous êtes exploités et surtout traités comme des matières sans âme, au même titre que le peuple togolais. J'en appelle aujourd'hui à votre conscience. J'en appelle aujourd'hui à votre réveil. Rentrez en vous-même, faites le bilan et prenez le temps de vous réconcilier avec vous-même pour vous préparer à ne plus succomber sous le joug de l'effet Lucifer. Nous voilà arrivés à la fin. En attendant de nous retrouver pour les 2 autres mécanismes de déshumanisation léthargique qui poussent des racines dans notre armée, une dernière fois, j'invite chacun à prendre la mesure de ces mécanismes pervers qui vous laissent à petit feu dans un état de putréfaction intérieure. Chers frères et sœurs au service du bien commun, notre armée, avec tout mon respect, je vous remercie de votre attention. Paix sur vous et paix sur chacune de nos vies. Votre sœur Geneviève Avulé-Lao. Radio Avulete, l'esprit patriotique.